C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier grand débat d'Itia Sidiougoumou sur les ondes de Coursiga Radio, émission mensuelle qui traitera d'une problématique liée à la Corse. Aujourd'hui, nous parlerons d'économie. Les personnes autour de cette table sont Jean-Christophe Angellini, président de l'ADEC, membre de l'exécutif de Corse, Stéphane Magnan, expert comptable à la tête du plus gros cabinet comptable de l'île, dont les clients sont représentatifs du secteur économique de la Corse. Ces entreprises pèsent à peu près 450 millions d'euros, ce qui correspond à 5% du privé en Corse, et emploient près de 3500 salariés sur les 70 000 insulaires. Marc-Antoine Léandre est chef d'entreprise dans le secteur du nettoyage et du tourisme, et qui ce soir aujourd'hui plutôt a une double casquette puisqu'il est membre du cercle d'Itia Sidiougoumou. Et pour finir, Roger Miguel, membre de notre cercle et qui a travaillé en son temps à la Cour des comptes. Donc l'émission va se dérouler en deux phases. Dans un premier temps, nous allons essayer de faire un bilan de cette économie. Et puis, dans un deuxième temps, nous nous projetterons vers les perspectives et les choses qui sont susceptibles d'être faites pour changer un peu la donne. Donc, commençons par essayer de donner un état des lieux de la situation économique. Monsieur le Président, que pouvez-vous nous dire sur l'état de notre économie en 4 ou 5 minutes maximum? Alors tout d'abord, merci. Merci bien sûr à Corsica Radio qui régulièrement permet d'organiser des débats de cet ordre, et notamment aujourd'hui un débat économique important. Et merci bien sûr au TIAS dont je reconnais le travail, la qualité des contributions et plus généralement la participation à tous les grands débats publics et en l'occurrence économiques de Corse. Donc je suis très fier de pouvoir répondre aujourd'hui à votre invitation et de contribuer à vos côtés à ces discussions générales. Ceci étant posé, du point de vue de l'économie, les tendances sont malheureusement simples et anciennes. Simples parce que l'on a d'une part une économie qui, en gros, importe 90% de ce qu'elle consomme, ce qui en fait une économie de rente et non une économie de production. Rente publique, rente privée, mais économie de rente malgré tout, avec la faiblesse historique et avérée, caractérisée du tissu productif de manière générale. Deuxièmement, un nombre de chômeurs très important. Alors je sais que ça n'entre pas à proprement parler, et aussi bizarre que ça puisse sembler, dans les considérations qui sont développées par les uns et les autres, mais ça nous tient à cœur, au Conseil exécutif et à l'ADEC. On a à peu près 21 22 000 chômeurs dans l'île et 50 à 60 000 personnes qui évoluent en gros autour, voire même en deçà du seuil de pauvreté, de précarité. C'est considérable et je ne vois pas bien, dès lors que l'on évoque le développement économique et social, quel pays au monde peut prétendre accéder à une forme de développement en laissant 20% de la population au bord de la route. Troisièmement, avec un tourisme qui en gros représente 26-30% du PIB et en même temps une faiblesse, on l'a vu, d'un certain nombre de secteurs de production, on a une économie qui est anémiée. Et anémiée parce qu'elle se caractérise également par une hypersaisonnalité. En gros, on voit bien que l'on a, sur 2 mois de l'année, une activité qui est essentiellement due au tourisme contre lequel nous n'avons rien, bien au contraire, mais dont nous considérons qu'il doit être revisité, en même temps qu'il doit donner lieu à des éléments de diversification de l'économie. C'est la raison pour laquelle, au chapitre de la prospective, je me suis attaché ces derniers temps dans les domaines de la filière bois-forêt, de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation technologique, de la question des énergies renouvelables, de tout ce qui regarde les cosmétiques, etc., à poser d'autres pistes de développement, parce que la Corse véritablement recèle de possibilités, entre guillemets, de toute nature, et qu'elle est historiquement sous-évaluée de ce point de vue-là. Donc ce tourisme qui entraîne une saisonnalité très marquée de l'économie, laquelle saisonnalité a des conséquences de toute nature. Elle a des conséquences sur l'offre de transport, elle a des conséquences sur l'aménagement du territoire, et elle a des conséquences, bien sûr, sur la structure même de l'économie, avec parallèlement au développement d'une offre marchande dans le domaine de l'hébergement, de la restauration, de l'offre touristique en général, celui d'une offre
paracommerciales qui, dans le domaine, par exemple, de l'hébergement, représentent quelque chose comme 4 à 500 000 lits, dit-on, qui sont commercialisés pour l'essentiel en période de pointe. Donc on voit bien que l'on a là des sujets qui font une économie de contraste. Parce qu'à côté de ça, je veux le dire, il y a des éléments qui sont beaucoup plus positifs. On a un taux de création d'entreprises qui est important. Alors certes, il faut le mettre en miroir ou en parallèle avec celui de la sinistralité, de la défaillance des entreprises qui demeure très important. Pour l'année 2016, il a été, me semble-t-il, de 28 ou 29%, ce qui est quand même considérable. On a également, il faut le dire également, un niveau de formation, notamment de formation professionnelle, qui est de plus en plus abouti. On a une offre, plus généralement, de ce point de vue-là, qui tente à se spécialiser et à s'harmoniser. Et chacun sait qu'on ne peut pas concevoir de développement économique sans un système le plus performant possible de formation des hommes. On a des chambres consulaires qui s'organisent, avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Et on a, depuis le 14 décembre dernier, avec le fameux SRDE2I, Schéma régional développement économique, innovation et internationalisation, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de présenter avec mes collègues devant l'Assemblée de Corse, une doctrine économique pour les prochaines années qui, à l'aune de la loi NOTRe, nous permet d'articuler, y compris au sens des EPCI, donc des établissements publics de coopération intercommunale, une action territoriale dans le domaine économique, puisque les communes perdent leurs compétences économiques au profit des intercommunalités et des EPCI. Donc on a là un paysage économique assez contrasté, entre chômage et capacité à l'innovation, entre faiblesse de l'export et bien sûr structure anémiée et pour beaucoup marquée par une économie de l'hypersaisonnalité, offre de transport souvent en difficulté et en même temps nécessité d'organiser une desserte qui soit pérenne et la plus abordable possible tout au long de l'année. Donc on voit bien qu'on a des indicateurs qui sont assez contrastés. Mais je le crois, pour finir, et ne pas être trop long, des perspectives très intéressantes de diversification de l'économie, je l'ai dit, d'articulation avec l'ensemble de notre écosystème qui font du Conseil exécutif en général et de l'ADEC en particulier, non pas le commissariat économique ou politique de la Corse, mais l'ensemblier qui, en étant économe de tous les deniers publics, au contraire de ce qu'on a pu connaître par le passé, organise à moindre coût l'ensemble des compétences là où elles se trouvent. Et je pense qu'on a également, au confluent des politiques menées par l'ATC, par l'OTC et bien sûr par l'ADEC, une harmonisation de l'action des offices et agences, dont je continue de dire qu'ils ont vocation à terme, pour certains d'entre eux, à être réformés, voire même à fusionner, mais qui en l'état et en attendant la collectivité unique, travaillent de concert. Et je profite de la venue de Stéphane Magnan pour dire également que les experts comptables sont pour nous, et je crois qu'il en parlera également, un nouveau partenaire assez privilégié, puisque nous avons entrepris, notamment dans le domaine des entreprises en difficulté, à travers une plateforme qui a été créée et tant d'autres sujets, et bien de mieux travailler avec les acteurs de terrain. Merci. Ben justement, voyons ce qu'en pense l'expert comptable au contact des professionnels, en la personne de M. Stéphane Magnan. Donc, bonjour à tous, je vous remercie également de m'avoir invité. Donc, je suis bien entendu d'accord avec l'analyse économique qu'a fait M. Angeline. Notre cabinet, on a 1500 clients, c'est essentiellement des TPE, ce qui est un petit peu le reflet de l'économie des entreprises en Corse. Aujourd'hui, le constat de ces entreprises, on a des entreprises qui commencent de plus en plus à être en souffrance, même pour celles qui vont bien, mais qui ont une réduction de leur rentabilité, et puis qui commencent à avoir des fonds propres qui se réduisent, avec pour les entreprises en tout cas, la plupart ont des difficultés liées aux problèmes insulaires, à la fois à l'insularité, à la fois à la saisonnalité, effectivement, et on se retrouve avec des entreprises qui peuvent effectivement être de plus en plus en difficulté. Là où je suis assez optimiste, comme l'est M. Angeline, c'est qu'effectivement, on constate de plus en plus de créations d'entreprises. Mais des créations d'entreprises, c'est ce qui permet d'avoir une vision optimiste. Tant qu'il y aura des créateurs d'entreprises, tant qu'il y aura une envie d'entreprendre, ça pourra permettre le développement de l'économie. On a quand même des souffrances d'accès au financement dans les entreprises, que ce soit un accès au financement pour le développement des entreprises, un accès
au financement besoin en fonds de roulement. Je parle des entreprises qui avaient des fonds de roulement qui étaient de moins en moins élevés. Et des entreprises du coup qui sont en difficulté. Effectivement, on commence à avoir des partenaires qui permettent de pallier à des difficultés passagères. Donc l'ADEC, qui effectivement est assez réactive et avec qui on peut avoir des échanges sur les dossiers. On a des dossiers vraiment en urgence avec bien sûr à chaque fois des entreprises qui ont des perspectives de développement, sinon ça n'a pas de sens, des entreprises en difficulté qui n'ont pas de perspective, mais on arrive à pallier à des difficultés qui sont passagères, des difficultés de trésorerie ou des difficultés d'accès au financement. On a aussi des partenariats avec la CADEC, puisque la CADEC permet aussi l'accès au financement des entreprises en participant sur des cofinancements. Donc avec ces partenaires autour des entreprises, que ce soit à la fois pour pallier à une difficulté passagère ou que ce soit pour développer l'entreprise, on arrive effectivement à recréer un dynamisme sur certaines entreprises. Mais globalement, on a un problème d'accès au financement dans les entreprises et qui est un vrai frein, à mon sens, à l'économie en Corse. Et je pense plus qu'ailleurs, lié aux contraintes insulaires et aux contraintes liées à la saisonnalité. Merci. Monsieur Miguel, que pouvez-vous rajouter? Eh bien, je vais apporter, d'abord, merci de me donner la parole, une vision qui regroupe les deux propos qui viennent d'être tenus. La première, niveau des chômeurs, pour que nos auditeurs puissent comprendre. Les chômeurs, ou plutôt les demandeurs d'emploi, ça représente la moitié de la population de la ville de Bastia. Et les gens qui sont sous le seuil de pauvreté, ça représente la totalité de la ville d'Ajaccio. C'est pour vous dire l'importance de ces deux phénomènes. Ensuite, je voudrais revenir sur l'économie de rente en précisant que nous vivons sur 3 rentes. La première, c'est une rente foncière qui nous permet de développer le BTP. La deuxième, c'est une rente environnementale, c'est-à-dire que nous avons de beaux paysages qui font que les touristes viennent nous voir, sous réserve que nous ne déposions pas nos déchets ici et là et que nous ne gâchions pas les paysages naturels qui nous ont été légués par nos ancêtres. Et enfin, nous avons une rente publique qui, elle, est en train de s'amenuiser puisque l'État est en train de diminuer les dotations parce qu'il faut absolument maîtriser la dette publique qui est de l'ordre de 2200 milliards aujourd'hui et qui représente quasiment la richesse nationale, la richesse que produit le pays durant une année. Je voudrais ensuite préciser un point qui n'a pas été évoqué, le point de la démographie. Nous avons une Corse qui vieillit, nous avons une Corse allemande, mais sans la richesse et sans l'inventivité des Allemands. C'est-à-dire que nous sommes avec des créateurs, des personnes, des entrepreneurs qui ont des entreprises et qui arrivent au bout de leur carrière et qui n'ont pas encore pensé à leur transmission. C'est un problème auquel les autorités régionales s'attellent, que la Banque de France souligne régulièrement, mais c'est un problème très grave sur lequel il va falloir avancer très vite parce que tous ces braves gens avancent en âge puisque le bon Dieu leur prête vie. Enfin, je voudrais surtout insister sur 2 problèmes essentiels que les politiques qui sont dans le flux du quotidien ont souvent tendance à oublier, c'est que les 2 moteurs du développement économique, qui sont l'investissement public et les sources de financement, sont en panne. Alors, 2 chiffres, c'est que ce sont les collectivités locales qui assurent 70%, je dis bien 70% de l'investissement public en Corse. Or, il s'avère que, pour des raisons sociologiques, dirais-je, pour ne pas être acerbe, les collectivités locales dépensent tout ce qu'elles peuvent en fonctionnement, pour les raisons que vous savez, je ne vais pas les développer ici, les Corses le savent, et il reste très peu pour l'investissement. Donc, une fois qu'on dispose de faibles ressources pour l'investissement, eh bien, on ne peut pas remettre tout ça dans l'économie. Et ensuite, nous avons le second problème qui est celui du financement des entreprises où on s'aperçoit que l'épargne qui est collectée en Corse, là je vais rassurer tous les Corses, la représentation nationale dit que nous sommes de mauvais citoyens. Moi, je vais leur dire que nous sommes d'excellents citoyens puisque nous finançons le développement de l'économie nationale à hauteur de 4 PEI
sur 5 ans. Ce sont les chiffres de la Banque de France. Ensuite, je voudrais revenir sur la création d'entreprises et distinguer dans la création d'entreprises 3 types de création d'entreprises. Il y a de la création mimétique, c'est-à-dire en gros un bon gars fait de la pizza et puis se retrouve avec 10 fourgons de pizza à côté. Vous avez de la micro-entreprise qui, elle, durera ce qu'elle durera, mais elle n'est pas conséquente d'un point de vue économique, puisque la micro-entreprise était faite pour durer 2 ans avant de se lancer, 2 ou 3 ans avant de se lancer. Et puis vous avez de la création nouvelle d'entreprises. Et là, je pense à Campus Flex, qui est vraiment de la création nouvelle d'entreprises. Donc, dans cette création d'entreprise, il faudrait réellement distinguer ce qui est création pure de la création mimétique et de la micro-entreprise. Et enfin, je pense qu'il faut bien imprégner nos politiques qu'il existe à Bruxelles, maintenant qu'ils disposent des leviers européens du FEDER, du FSE, du FEOGA, qu'il existe aussi 2 autres grands fonds européens qui sont la Banque européenne d'investissement et la BERD, qui ont en 2014 financé des projets à hauteur de 90 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est que le PEI qui n'a pas été encore consommé en Corse, c'est un peu moins de 2 milliards d'euros. Nous avons eu 4 cacahuètes pour le photovoltaïque en Corse. Et ça pose le problème, le véritable problème avec celui du financement, de l'ingénierie en Corse. C'est-à-dire, quels sont les projets qui sont de nature à répondre aux besoins des Corses, quels sont les besoins qui peuvent dans l'économie corse être développée pour répondre à des besoins que je situe comme des besoins de niche pour le moment, mais qui ont vocation à s'agrandir. Et puis ensuite, des projets totalement innovants où il va falloir faire confiance à la recherche et au développement en sachant que 90% des fonds qu'on met en RD sont perdus, mais que les 10% qui marchent font 1000. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Pour finir sur cet état des lieux, je vais donner la parole au chef d'entreprise et lui demander quelle est sa vision, lui, de l'économie actuelle de la Corse. Bonsoir à tous et merci. Donc effectivement, beaucoup de choses ayant été dites, bien évidemment, sur les aspects chiffrés de l'économie au niveau plutôt macroéconomique. Je vais essayer, moi, de me cantonner à ce qui est mon quotidien en tant que chef d'entreprise, puisque j'interviens, vous l'avez dit, dans le domaine et du tourisme et dans le domaine des entreprises de services et de propreté. On emploie quand même plus de 140 personnes aujourd'hui. Et donc, au quotidien, effectivement, nous sommes confrontés, nous autres chefs d'entreprise, à des réalités qui sont effectivement les réalités des difficultés d'investissement, des difficultés d'accès au financement bancaire, bien que très souvent, il arrive quand même que les banques jouent le jeu, en l'occurrence, dans notre cas. Et donc, la question que je me suis posée lorsque les TIAS m'ont invité à participer à ce débat, c'est finalement, lorsque l'on se pose les questions des perspectives de l'économie insulaire, ça revient à se demander quelles vont être les conditions qu'il va falloir mettre en œuvre pour mettre en place un véritable développement économique endogène qui ne soit pas impulsé par des effets de tendance ou par des secteurs comme le bâtiment ou le tourisme. Et quel rôle peut jouer l'entreprise, et notamment le tissu entrepreneurial corse, pour porter cette dynamique économique. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, l'économie corse, c'est donc un chômage relativement élevé, une population qui est vieillissante, mais c'est aussi 96% de TPE dans le tissu économique, donc essentiellement des entreprises de petite dimension. Est-ce qu'aujourd'hui, en se positionnant donc, à partir de ce tissu d'entreprise, on peut dynamiser une économie à partir du tissu de TPE tel que nous l'avons aujourd'hui en Corse? Donc la question est fondamentale puisque aujourd'hui notre économie, on l'a dit, est portée essentiellement par cette essentiellement économie de rente qui exporte peu ou pas du tout. Et donc on essaye de développer, effectivement, de mettre en place un développement économique à partir des entreprises. Or, pour que les entreprises puissent exporter, il faut certes gérer la question de l'insularité et la problématique de la continuité territoriale notamment, puisqu'aujourd'hui cette continuité se limite essentiellement à une relation entre la France et la Corse. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux marchés
à les conquérir. Bon, le bassin méditerranéen est un exemple. Roger Miguel, dans Iscriti et Itias, a notamment très souvent fait référence à l'axe toscan et à la possibilité d'aller chercher de nouveaux marchés. Mais est-ce qu'avant d'aller chercher ce nouveau marché, il n'est pas nécessaire en amont de renforcer le tissu de petites entreprises tel que nous l'avons aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petites entreprises ont des fonds propres qui sont quasi inexistants, ont de grandes difficultés pour investir, je crois que tout à l'heure M. Magnan l'a dit, et l'accès au crédit et au concours bancaire est de plus en plus difficile. Donc vous voyez bien que demain, ouvrir l'économie corse à de nouveaux marchés, si nous ne prenons pas en amont les précautions pour solidifier notre tissu d'entreprise, il sera difficile pour elle non seulement d'exporter, mais aussi de faire face à la nouvelle concurrence, aux nouveaux venus sur notre propre marché intérieur. Donc, à mon sens, moi je me suis attelé essentiellement à réfléchir à cette question en tant que chef d'entreprise. Je pense que il faut développer via la formation professionnelle ou via aussi la transmission, former les chefs d'entreprise de Corse qui ne sont pas souvent compétents ou suffisamment formés sur les questions bancaires, de comptabilité, peut-être les accompagner dans les recherches de financement. Et là, bien sûr, les experts comptables, l'ADEC, bien évidemment, la CADEC, avec les accompagnements qu'elle peut apporter sur les prêts bancaires et notamment les avances remboursables. Donc c'est tout un tas d'outils qu'il faut continuer à développer pour aider notre tissu de TPE justement à se structurer et à se renforcer. Par ailleurs, et au-delà de ça, j'insisterai là sur un cas pratique. Je crois beaucoup, moi, dans la coopération entre les entreprises et dans les synergies que l'on peut développer en mettant en place effectivement des réseaux, comme on a pu le faire en Italie dans les années 80 avec notamment la troisième Italie. C'est-à-dire que un tissu de TPE peut être dynamique si à un moment donné les entreprises qui le constituent s'organisent en réseau de coopération et peuvent développer un certain nombre de synergies. C'est-à-dire que du coup on gomme un petit peu le phénomène de seuil, puisque effectivement nous avons des petites entreprises et on ne peut pas bénéficier de phénomène de seuil. Partant de là, toutes les démarches qui visent à pousser les entreprises à coopérer entre elles ne peuvent que renforcer le tissu productif insulaire et à terme, pourquoi pas en faire une source de dynamisme et nous faire sortir finalement du binôme tourisme-bâtiment et faire créer effectivement avec des initiatives nouvelles, pourquoi pas une véritable dynamique économique basée sur l'entreprise qui pour l'instant est loin d'être le cas en Corse. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi nous attelons, y compris dans le secteur de la propreté, puisque avec les entreprises de propreté, nous développons aujourd'hui la Chambre régionale des entreprises de propreté de Corse. D'ailleurs, l'ADEC est très à l'écoute sur ce plan et je suis très heureux d'être ce soir avec le président Angelini. Le but étant justement de renforcer, de créer des groupements d'employeurs, de mutualiser les moyens, les moyens de ces petites entreprises pour permettre non seulement de pérenniser l'emploi, donc de lutter contre cette quelque part saisonnalité contre ce chômage et en même temps de renforcer un petit peu un tissu productif qui pour l'instant est incapable d'exporter. Donc voilà, c'est un petit peu la réflexion que moi je peux apporter depuis le terrain et en tout cas le fruit de ma réflexion aujourd'hui. Merci Monsieur Léandre. Et en fait, vous m'avez un peu aidé puisque vous avez déjà un peu mordu sur la deuxième phase de l'émission qui devait traiter des perspectives et des choses éventuellement à améliorer pour changer la direction et la trajectoire de notre économie. Donc, je vais passer maintenant la parole à l'expert comptable et pour lui, quelles seraient les solutions pour justement essayer de garder ce qui est bon dans notre économie et de le bonifier et d'aller vers quelque chose qui serait plus profitable pour les insulaires. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat purement économique, mais moi, je fais confiance à l'envie d'entreprendre. Je vois qu'il y a une vraie envie d'entreprendre. Il y a des porteurs de projets, il y a des créateurs de sociétés, il y a des personnes qui ont envie. Sauf que l'envie d'entreprendre, il faut l'accompagner. Moi, j'ai vraiment un problème avec l'accompagnement des entreprises. On est, nous, experts comptables auprès des entreprises. On est un partenaire d'entreprise. On les accompagne dans leur démarche de financement. Donc, c'est déjà, je pense, le fait d'être accompagné par un expert comptable, ça permet de structurer un dossier de financement, un business plan, et puis sur la stratégie juridique à adopter. Et ensuite, il faut trouver les financements. Et là, on se heurte quand même à des difficultés d'accompagnement dans le financement pour les petites entreprises et pour les porteurs de dossiers. Et là, il y a des outils qui pourraient être mis en place.
on a aujourd'hui quelque chose qui est extraordinaire pour un créateur d'entreprise ou pour une entreprise qui veut se développer, qui est le crédit d'impôt investissement Corse. Le crédit d'impôt investissement Corse, qui est passé de 20% à 30%, permet d'avoir un crédit d'impôt remboursable sur les investissements réalisés par les entreprises. Petites entreprises de moins de 10 salariés et qui répondent à certains critères de chiffre d'affaires et de bilan. Aujourd'hui, vous n'avez aucun outil pour préfinancer ce crédit d'impôt investissement Corse. Donc aujourd'hui, vous allez faire un investissement de 100 000 euros, vous avez 30 000 euros de crédit d'impôt qui pourrait permettre de boucler un financement et vous n'avez pas de préfinancement de ce crédit d'impôt. Alors que des outils existent à travers la BPI pour d'autres crédits d'impôt, le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, qui est un crédit d'impôt accordé en fonction de sa masse salariale, est un crédit d'impôt qui se préfinance avec la BPI. Et aujourd'hui, il n'existe pas d'outil de préfinancement du crédit d'impôt investissement Corse. Plus, je ne sais pas comment après on pourrait favoriser le financement des entreprises. On a parlé tout à l'heure de l'ADEC, de la CADEC, qui sont des vrais partenaires, mais je pense qu'il y a quand même un vrai souci d'accès au financement de l'entreprise. Merci. Alors, je vais donner maintenant effectivement la parole au président Angelini pour qu'il nous dise ce que peuvent faire en fait les gens qui sont en charge de notre destinée d'un point de vue politique et quelles seraient pour lui les mesures, on va dire, efficientes. Moi, je crois qu'il y a effectivement la nécessité de porter 2 ou 3 mesures à caractère prioritaire dans les quelques mois qui nous restent, puisque je rappelle quand même que l'action publique, elle va être engagée dans une mutation inédite au sens de la collectivité unique qui va intervenir, comme chacun le sait désormais, au 1er janvier 2018. Bon, Roger Miguel l'a rappelé, la part de l'investissement public est un phénomène déterminant dans l'effet de boost sur les économies, et notamment sur les économies comme la nôtre. Bon, donc on parle au 1er janvier 2018 d'une collectivité qui aura 4 à 5 000 agents et qui aura une force de percussion budgétaire, un budget annuel, de l'ordre d'1,5 milliard d'euros. Bon, alors bien sûr, il y a une part de fonctionnement qui demeure, et j'en suis d'accord, trop élevée, et j'attends comme beaucoup, avec à la fois intérêt et une pointe d'effroi, de découvrir ce que va donner la consolidation des éléments dont nous disposons et qui pour l'instant sont épars. Bon, on nous parle d'un passif cumulé de l'ordre de 800 millions d'euros, d'une dette globale, 784 exactement, me semble-t-il, et en même temps de situations qui, du point de vue des ressources humaines, sont considérablement disparates, pour ne pas dire autre chose. Donc il y a là un sujet important, mais il y a nécessité de réformer. Bon, donc l'idée, de mon point de vue, c'est la suivante. Il faut mieux articuler l'action publique en matière économique. On vit dans un pays qui, durant des décennies, et il a bien fait, s'est époumoné dans des débats à caractère institutionnel, etc. Ça a été une condition essentielle de l'évolution générale dans laquelle nous nous inscrivons. Et en ma qualité de militant nationaliste, je ne saurais penser ni dire le contraire. Mais nous devons consacrer une énergie équivalente au sujet économique, qui est le sujet des 10 ou 20 prochaines années. Il n'y a pas d'émancipation politique s'il n'y a pas d'émancipation économique et sociale. On peut bâtir un pays qui sera autonome, ce qui est mon souhait, du point de vue des institutions, si on ne bâtit pas en corollaire et en temps masqué les structures économiques d'une île autonome en Méditerranée occidentale au XXIe siècle et en Europe du Sud, on n'aura pas beaucoup plus avancé pour autant. Donc il faut que l'on connecte les deux. En termes de stratégie, aujourd'hui, il y a des périls, ou plutôt des éléments qui sont des freins structurels. On l'a vu, la question des transports tels que configurés pendant longtemps, le poids de tel ou tel secteur dans l'économie, la question de la rente, etc. Il y a des éléments qui sont des éléments, je dirais entre guillemets, plus tendanciels. J'en cite quelques-uns. Le statut d'auto-entrepreneur, ce n'est pas un problème en soi. Mais tel que pratiqué dans l'île, dans les proportions que l'on constate, c'est un sujet pour l'entreprise. Marc-Antoine ou Stéphane pourraient en parler, entre guillemets plus traditionnel, qui se voit frontalement concurrencé dans des conditions fiscales et économiques qui sont sans commune mesure avec celles qu'elle connaît par ailleurs. Je l'ai abordé, la question du paracommercialisme et du paratourisme, avec un impact commercial et fiscal de plus en plus considérable. La question du surcoût transport et du surcoût matière, 20 à 30% de plus que sur d'autres territoires.
Et bien sûr, c'est quand même important, la question des charges fiscales et sociales qui demeurent anormalement élevées, alors même, et Roger Miguel il a dit, que nous sommes d'excellents élèves du point de vue de la contribution fiscale. Donc aujourd'hui, il y a un sujet de réforme, parce que quand vous cumulez les contraintes structurelles que l'on a abordées les uns et les autres dans des tonalités différentes, aux contraintes plus conjoncturelles, entre guillemets, même si elles datent pour pas mal d'entre elles de quelques années, vous voyez bien qu'on est dans un système extraordinairement contraint. Alors pour desserrer les taux, il faut d'abord un statut fiscal et social. Ça c'est important, parce que je pense qu'il serait à notre économie ce qu'un statut d'autonomie serait à notre système politique. On en a besoin. Mais quand je dis statut fiscal et social, entendons-nous bien, parce que les mots ont un sens. Je ne parle pas de dérogation. Je ne parle pas de zone franche uniquement. Je parle d'un cadre durable, consacré par la réglementation communautaire en vigueur, qui aujourd'hui se heurte davantage aux contraintes politiques parisiennes à Bercy ou ailleurs, qu'à ce qu'est la réalité des îles de Méditerranée et d'Europe à tous les points de vue. Puisque la Corse, on a souvent tendance à la décrire comme étant dérogatoire, exorbitante par rapport au droit commun, etc. La vérité, c'est qu'elle l'est par rapport à la situation des îles qui sont beaucoup plus évoluées que nous à tous les points de vue, et notamment en matière de fiscalité et de territorialisation du produit fiscal. Bon. Donc un statut fiscal et social. Mieux articuler l'action économique, pourquoi ? Les experts comptables, les chambres de commerce et de métiers, les chambres d'agriculture, bien sûr, pour les agriculteurs, qui sont des acteurs importants du développement économique aussi. Bon, et moi, je n'oppose pas commerçants, agriculteurs, artisans ou industriels, dont je pense qu'ils participent tous d'une même dynamique d'échange et de création de flux et de richesses dans l'île. La question, bien sûr, on l'a vu, des EPCI. Donc, il faut articuler tout ça. Aujourd'hui, c'est lisible. C'est un millefeuille. Il y a 6 chambres consulaires. Il y a un certain nombre d'outils qui se superposent, qui empiètent les uns sur les autres. Il faut tout réformer. Et ça me conduit à aborder une troisième priorité, parce qu'il en faut peu pour que l'on soit opérationnel dans des délais courts. Stéphane Magnan y a fait référence. La réforme de l'ingénierie financière et du financement de l'économie. La Corse connaît, et ce n'est pas un bon signe, un taux d'endettement bancaire qui est très faible. C'est le signe des économies anémiées. Contrairement à certaines idées reçues, plus l'on s'endette, notamment du point de vue de la place bancaire, et plus on est dans une dynamique de création d'activités et d'emplois. Bien. Donc la Corse aujourd'hui, alors même que les taux sont historiquement bas, elle s'endette très peu du point de vue de ses entreprises. Ça n'est pas un bon signe. Donc nous, que disons-nous ? C'est qu'il faut bien sûr faciliter l'accès au crédit bancaire, mais qu'il faut pour cela réformer le paysage du financement public de l'économie. Je m'explique. La BPI, la CADEC, ce que peut faire la DEC, ce que peut faire la TC, les outils de financement dits, entre guillemets, petits, Corse Active, Initiative Corse, l'ADI, qui œuvre pour l'essentiel dans le domaine du financement des projets de l'économie sociale et solidaire, les FIP, qui se positionnent de plus en plus dans l'île. Tout ça doit être harmonisé dans l'absolu respect des règles du marché. Je pense par exemple aux FIP, qui n'obéissent pas aux mêmes règles que des outils publics. Mais on doit pouvoir articuler tout ça. En application du SRDE2I, je présenterai devant l'Assemblée de Corse, avant l'été, un projet de réforme globale du financement de l'économie qui sera marqué du sceau de la simplification et de l'accélération. Je vous cite un exemple concret, et je vais, comme à l'accoutumée, d'abord parler de ce que j'ai à gérer avant que de jeter la pierre à qui que ce soit. Quand un chef d'entreprise sollicite la DEC, entre le moment où il appuie sur le bouton et le moment où il est effectivement payé, s'écoule en moyenne 1 an, voire jusqu'à 1 an et demi. Ça n'est pas acceptable. Les 30 et 31 mars, toujours en application du SRDE2I, je proposerai, ça a été validé hier en conseil exécutif, un rapport qui va permettre à la DEC d'individualiser ses crédits. En clair, plutôt que de passer par le filtre du conseil exécutif, par toutes les tutelles que cela induit, etc., nous allons en direct payer le chef d'entreprise sur nos crédits d'action économique. L'année ou l'année et demie se transformera en trimestre, ou au pire, en quelque chose comme 4 ou 5 mois au plus. Ça va être une révolution, parce que je veux quand même noter que lorsqu'on a récupéré la DEC en 2015, et je dis on parce que c'est un travail d'équipe, il y avait 9,3 millions de crédits d'action économique. Cette année, avec les mesures FSE et FEDER que nous instruisons, on approche les 20 millions. Bon,
Donc il y a eu un doublement en 2 ans des crédits à l'action économique. Si à ce doublement du volume, du périmètre financier, vous ajoutez une division par 4 des délais dans lesquels vous intervenez, vous libérez plus vite, plus loin et plus fort de l'argent pour doper l'économie. Mais attention, on est sorti, et tant mieux, de la logique de la subvention. La subvention, il faut la périmétrer. Elle a un effet d'amorçage. Une activité qui ne fonctionne et qui ne survit que parce qu'elle est durablement subventionnée n'est pas une activité économiquement viable. Donc il faut redonner à la subvention son rôle et sa fonction évidents. Bon, je termine, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais je ne veux pas être le seul à m'exprimer. Dès lors qu'on aura dit, on réforme le paysage du financement, on milite pour un statut fiscal et social, et on articule mieux l'action publique dans le domaine économique, on doit dire des choses qui ont déjà été dites par d'autres, mais que je reprends à mon compte. Développer tous les programmes de coopération décentralisée. Roger et Miguel et d'autres l'ont dit. Il y a aujourd'hui des financements auxquels on n'a jamais accès. La BUI, la BERD, le Fonds Juncker, plus de 300 milliards d'euros. Bon, il y a quand même des sujets de financement qui sont des sujets importants. Je vais proposer, vraisemblablement en avril ou en mai, la création d'une plateforme territoriale de crowdfunding. Le financement participatif en Corse n'a jamais donné lieu à une démarche structurée. Bon, parce qu'il y a aussi la question des capitaux privés. La Corse, c'est 10 milliards d'euros d'épargne qui dorment sur des comptes en banque, des placements, etc., lesquels, pour l'essentiel, échappent, pour ne pas dire en quasi-totalité, à l'internalisation des flux dont on a besoin dans l'île. Bon, donc demain, dire à nos contribuables et aux Corses en général, regardez, l'argent que vous placerez ou que vous investirez, y compris dans des plateformes comme celle-là, il bénéficiera directement à l'économie locale, ça peut, je le crois également, jouer un rôle. Et puis en parallèle, nous, on doit jouer le rôle, on parle d'un État stratège, comparaison ne vaut pas raison, mais moi je pense qu'il faut une ADEC stratège, qui ne soit pas boulimique, qui ne veuille pas être hégémonique quant à l'organisation du paysage économique, mais qui joue en toute humilité un rôle d'ensemblier, mais avec un degré d'ambition très important. Aujourd'hui, il faut que l'on se donne 10 à 15 ans pour changer le paysage et la physionomie économique de l'île. C'est possible. Et ça passe d'abord par la conjugaison des acteurs, par la définition et la mise en œuvre de priorités claires et en nombre limité, sinon il y aura un effet de saupoudrage et de dispersion. Et enfin, c'est déterminant par un accès au financement qui soit privé, bancaire ou relevant des organismes publics, de la même manière qu'il pourrait relever des grandes contractualisations et des grands programmes communautaires qui soient beaucoup plus importants. Si on réunit ces conditions-là dans les quelques années qui viennent, moi je n'ai pas de doute, on va y arriver. Mais ça demande énormément de travail. Et bien sûr, une éthique de l'action, toutes choses qui, je le crois en toute humilité, ont un peu manqué à la collectivité territoriale tout au long des dernières années. Merci. Monsieur Miguel, quelle est la vision de l'ancien employé de la Cour des comptes sur le sujet ? Eh bien, ça va être une vision d'économie politique. Je pense que tout ce qui a été dit ne peut se réaliser que sans un changement dans la Constitution et sans un changement dans les institutions. Quand je dis changement dans la Constitution, c'est-à-dire de rajouter un article qui reconnaît à la Corse sa spécificité pour qu'elle puisse prendre en compte, par exemple, le problème de la formation professionnelle, pour qu'elle puisse prendre en compte le problème de l'accompagnement économique, pour qu'elle puisse prendre en compte le problème du crédit aux entreprises afin de l'adapter au cadre local. Quand je dis qu'il y a un problème institutionnel, Jean-Christophe Angelini vient d'en parler, il y a, à mon sens, trop d'agences, et en plus, il y en a une qui n'existe pas. L'agence pour la formation professionnelle, si essentielle, n'existe pas. Donc je verrai beaucoup plus un regroupement entre une agence économique, une agence liée à la terre qui comporterait l'hydraulique, l'eau d'arc, le foncier, et puis une agence sociale, puisqu'il va y avoir le regroupement des 2 départements qui font pour leur grande majorité du social, c'est-à-dire qu'ils distribuent du RSA et du RMI aux gens du RSA plus exactement, puisque le RMI n'existe plus, du RSA et de l'aide à l'enfance, de l'aide aux adultes pour les gens qui en ont besoin. Voilà pour moi les 2 éléments. Pourquoi j'insiste sur ces 2 éléments ? Parce que nous sortons du cadre commun
en macroéconomie. Nous avons un PIB de 8 milliards d'euros. La plus petite des futures régions françaises a un PIB de 68 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? 8 x 8, ça fait 64. Nous sommes un nain économique. Au niveau des habitants, nous sommes 320 000. La plus petite des régions a 2,6 millions d'habitants. Que ce soit au niveau de la consommation, de l'investissement, nous comptons très peu. Alors, si nous agrégeons nos forces, nous allons peut-être y arriver, mais il faut les agréger dans un cadre qui soit différent du cadre national. Je ne pense pas qu'en entrant dans un cadre national hyper-normé, nous y arrivions. Je voudrais revenir ensuite sur l'excellent exemple de M. Magnan, disant « Nous avons un crédit d'impôt pour l'investissement, mais ce crédit d'impôt pour l'investissement, il est versé aux entreprises en bout de course. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises trouvent l'argent pour arriver à investir. » Et c'est le même problème qui se pose pour le PEI. Le PEI, c'est en gros 2000 millions d'euros qui sont millions d'euros qui sont attribués à la Corse, et nous n'en avons consommé que 1500 millions d'euros. C'est un problème de trésorerie, c'est-à-dire que les entreprises et les collectivités n'ont pas de fonds propres. Alors je parle sous le contrôle de M. Magnan. En gros, pour les auditeurs, les fonds propres, c'est l'argent dont les collectivités locales et les entreprises ont dans leur poche, à l'image des ménages, pour que les banques puissent leur apporter le complément une fois qu'il y a des garanties en face. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises et que les collectivités locales disposent de 20 à 30% d'apport pour que les banques puissent faire leur métier, sous réserve que leurs projets tiennent la route, bien évidemment. Et on retombe sur le problème d'ingénierie. Ensuite, je voudrais revenir sur le problème de la dynamisation des TPE qu'a souligné notre ami Léandre. Et je pense, moi, qu'il est beaucoup plus facile de dynamiser des TPE de 1 à 9 salariés, parce qu'il y en a en gros 11 000 en Corse, parce qu'elles sont plus malléables, parce qu'on va les voir, parce qu'on peut les insérer dans des réseaux, et parce qu'on peut mutualiser et prendre le meilleur de leurs bonnes pratiques pour les étendre à d'autres. Ensuite, je vois un point suivant, qui est celui de la redéfinition du rôle de l'État et de la région. Je donnerai à l'État un rôle d'impulsion au niveau de l'assistance technique, parce que les collectivités locales ne peuvent pas tout, parce que les gens qui ont appris l'ingénierie financière, qui ont appris l'ingénierie technique, sortent des grandes écoles et qui ne sont pas en Corse, bien que l'Université de Corse fasse son travail en ce domaine. Et je pense qu'il doit aussi avoir un effet régulateur, puisque c'est à l'État, une fois qu'il se trouve face à une région comme la Corse, qui a 8 millions d'euros de PIB, et la plus petite qui en a 68 milliards, faire en sorte qu'il y ait des compensations qui puissent être faites, et non pas de la dotation qui soit réduite mécaniquement en Corse. Je voudrais enfin revenir sur les zones, le statut fiscal, les zones franches et tout ce débat. Je pense qu'une zone franche n'est viable que s'il y a de véritables projets. On a eu l'exemple d'une zone franche en Corse qui a eu l'immense mérite de sauver les entreprises qui avaient besoin d'un peu de trésorerie, c'est-à-dire un peu d'argent frais, et qui a sauvé également des emplois. Et puis ensuite, rappeler que nous avons loupé le train des îles, puisque le réseau insulaire, qui regroupait la totalité des CCI des îles d'Europe, a été créé il y a 20 ans, et que la Chambre de commerce régionale n'y a adhéré qu'en 2014. Encore un train loupé, parce qu'il manque une vision politique en Corse, une vision globale en Corse. Par exemple, je voudrais vous dire, pour terminer, pour illustrer le propos, qu'une réforme institutionnelle et constitutionnelle permettrait de lever 130 ou 140 millions d'euros à investir simplement au travers d'un surplus de TVA, un surplus de TIPP et d'une augmentation des frais de l'investissement des collectivités locales. Et 130 millions d'euros, pour vous donner une idée, c'est que la déviation
qui est à l'entrée de Porto Vecchio, le tunnel à Sainte-Lucie, coûte 30 millions d'euros et que les 2 tunnels de Bastia coûtent 30 millions d'euros. Donc 130 millions d'euros à 140 millions d'euros, vous voyez ce que ça fait, c'est le double de ces 2 éléments qui vont faciliter l'écoulement du trafic. Merci, Voilà. Monsieur Miguel. Mais comme le temps passe vite en bonne compagnie, il ne nous reste plus que 5 minutes, donc je vous propose de faire un dernier tour de table, et en commençant par le professionnel. Hein, soyez succinct, parce que 5 minutes, c'est 5 minutes quand il y a 4 personnes, ça fait 1 minute et quelques par personne. Alors, très rapidement, donc, je suis surtout très heureux ce soir d'avoir pu noter que le principal acteur que l'on va mettre au centre du jeu, c'est l'entreprise. Donc, et j'ai bien entendu le président Angelini quand il a dit il n'y aura pas d'autonomie et d'émancipation politique si elle n'est pas d'abord économique. Et là, effectivement, le chef d'entreprise que je suis est très sensible à ce genre de discours. Effectivement, donc pour faire vite, je dirais qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, il faut revaloriser notre secteur productif, il faut aider nos TPE, il faut effectivement faciliter leur accès au crédit, au financement, nous l'avons dit, c'est le cœur du problème, et pas seulement simplement pour la trésorerie, mais pour investir, pour de nouveaux projets, bien évidemment, qui vont dynamiser notre territoire. Il faut faciliter l'accès aux jeunes à l'entreprise, il faut faciliter la transmission, parce qu'effectivement, il y a un saut générationnel à faire, et ces jeunes sont peut-être plus à même d'aller chercher des financements et d'avoir des formations adéquates pour développer l'entreprise et du coup dynamiser le territoire. Il faut impliquer les banques, il faut effectivement que l'ADEC devienne cette agence qui peut, quelque part, l'ADEC et bien évidemment les autres services de la collectivité, qui va pouvoir impulser cette politique et aider les entreprises à se développer. Donc il faut aussi responsabiliser les chefs d'entreprise et leur dire qu'au-delà de la concurrence, il y a aussi la coopération. Et nous sommes un tissu de petites entreprises. Il y a des barrières à l'entrée sur les marchés et nous devons coopérer et chercher des synergies tout en développant effectivement des projets nouveaux qui vont nous permettre d'avoir des avantages comparatifs là où nous n'avons pas d'avantages absolus. Voilà, donc dans l'ensemble, je suis heureux ce soir d'avoir entendu que c'est l'entreprise qui sera au cœur de notre émancipation et Dieu sait si c'est important et si c'est ce que nous cherchons tous ici. Avant de donner la conclusion finale au président de l'ADEC, je vais donner la parole à l'expert comptable. Non, mais je vous remercie également pour ce débat qui était très enrichissant. Et effectivement, le fait que l'entreprise soit au cœur du développement économique de la Corse, je pense que c'est très important. J'ai compris qu'il y avait une vraie volonté de faire, une vraie volonté de participer, en tout cas de l'ADEC, donc je suppose la collectivité, d'être proche des entreprises, d'accompagner dans un développement économique. J'ai compris aussi qu'il y avait des sources de financement, en tout cas mobilisables, en tout cas il y a des ressources mobilisables qui pourraient permettre un développement de la Corse. Et je suis content qu'on se rende compte aussi, alors pas autour de la table, mais qu'on vit sur une île et qu'on a des contraintes liées à l'insularité et qu'on est obligé d'y pallier et qu'il y ait en tout cas une force de mobilisation pour essayer de trouver des solutions pour pallier aux problèmes économiques que l'on peut avoir liés à l'insularité et à l'économie en général. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous, M. Angelini. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Bon, l'important, encore une fois, c'est la prospective, mais pas la prospective au sens de la spéculation intellectuelle à long terme, au sens de la capacité à anticiper et à poser des actes à court, à moyen et à long terme. Donc moi, je crois qu'effectivement, ça a été dit par tous les intervenants, en matière économique aujourd'hui, on a tout lieu d'être à la fois optimiste, puisqu'il y a des tendances qui incitent à ça, et très mesuré. Bon, en matière d'optimisme et en matière de mesure, alors optimisme pourquoi ? On a abordé des sujets de toute nature, je n'y reviendrai pas, mais on en a abordé un qui est très important, qui me paraît vraiment vital, c'est celui de tout ce qui regarde la réforme du financement avec des carences de marché, sur lesquelles, j'y reviens en un mot, il faut qu'on apporte des réponses. Stéphane Magnan a évoqué la question du préfinancement du crédit d'impôt. Je pense aux entreprises qui ont des problèmes liés à la facturage. Je pense aux entreprises en difficulté sur lesquelles on est en train de mettre un fonds dédié, puisque comme vous le savez, dès lors qu'une entreprise connaît des difficultés, elle est immédiatement confrontée à un retrait de l'ensemble des outils de financement. Je pense bien sûr à ce qui regarde la reprise-transmission, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans la décennie, 7 à 8 000 entreprises vont, entre guillemets, changer de main.
Il y a donc des enjeux de société au plan économique qui sont considérables et en face desquels nous devons ajuster des outils de financement. Ça, c'est très important. Après, je ne vais pas être long, mais on a quelques années pour ajuster. Je vous renvoie à ce que nous faisons dans le domaine du numérique, puisque c'est déterminant. Je vous renvoie, je dirais, à tous les sujets de financement, de programmes contractualisés, etc. Moi, je crois qu'il y a tout lieu de bâtir une doctrine économique opérationnelle claire, mais encore une fois, ça doit impliquer l'ensemble des acteurs. Le politique jouera son rôle avec une certitude. L'entreprise privée sera effectivement au cœur du développement économique des 20 prochaines années. Bon, je vois qu'il nous reste un peu de temps, donc je vais repasser la parole à Monsieur Miguel qui trépigne sur sa chaise pour qu'il puisse nous faire une conclusion au titre d'un membre éminent d'Etias et Yugumon. Alors éminent, je ne sais pas si je le suis, mais membre d'Etias, c'est certainement. Donc, Jean-Christophe Angelini a levé un coin du voile. Moi, je vais dévoiler la totalité du panorama. Et je crois que si nous faisons passer des sujets importants, mais que pour le moment je qualifie de secondaires, comme l'amnistie, comme le statut de résident, comme le statut fiscal, nous perdons le sens des réalités. La réalité, c'est 25 000 demandeurs d'emploi et 64 000 personnes sous le seuil de pauvreté. Et comme 62% des salariés sont employés par le privé, il nous faut absolument mettre en route les conditions de redémarrage et d'amplification de cette activité économique. L'ADEC s'y attelle et je crois qu'il faut aller en ce sens. Alors, comme Etias et Yugumon ont des avis souvent différents et divergents, je valide 9 choses sur 10 avec M. Miguel. Par contre, pour moi, l'amnistie est une chose prioritaire. Et ça ne pourra pas aller sans un développement économique. Sur ce, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui, d'avoir participé à ce premier grand débat et je vous donne rendez-vous à tous sur les ondes de Corsica Radio le mois prochain pour un grand débat qui va traiter cette fois-ci des moyens de transport en Corse.